Bonjour à tous, ici Paul Ponceau pour un nouveau podcast d'Au-delà de l'illusion. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Roland Perret. Roland Perret, qui est artiste peintre et qui a vécu vraiment de première main les attaques de ces entités. Donc, il va nous parler de ses expériences et de comment il a fait pour transcender ça. Mais avant de commencer, je voulais vous annoncer que j'organise un webinaire le samedi 24 août 2024 de 18h à 22h sur le thème du jeu des entités non humaines, comment les entités jouent avec nous. Et dans ce webinaire, qui est absolument inédit en France, puisque cette notion de jeu n'a jamais été abordée telle que je vais l'aborder le 24 août, euh, on décrira comment les entités littéralement jouent avec nous entre deux incarnations, mais aussi dans notre vie physique. Je développerai le concept de jeu cosmique, de jeu de dés cosmique. On développera aussi le concept de bourse aux âmes. On regardera comment le jeu que l'on retrouve au niveau individuel se retrouve également dans le cirque de la politique, le cirque de la géopolitique, le cirque de l'actualité. On regardera cette notion de jeu sur les noms lors des abductions et lors des contacts. On regardera aussi le lien entre le jeu et les manipulations de timeline et les synchronicités artificielles. Et surtout, on essaiera d'explorer des pistes pour transcender ce jeu. Donc, si cela vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire à ce webinaire qui aura lieu le samedi 24 août de 18h à 22h. Et c'est prévu pour durer 4 heures, mais vu que c'est un webinaire en direct avec énormément de questions-réponses, prévoyez 1 à 2 heures en plus parce que il y a énormément d'informations et c'est un thème nouveau. Et vraiment, la qualité des participants est vraiment très grande, un public super sympathique, des questions hyper intéressantes, des réflexions très pertinentes. Donc prévoyez 1 heure de plus. Sachez également que l'on organise avec l'ENAM une conférence en présentiel à Paris le samedi 7 septembre de 12h à 18h. Cette conférence est sur le thème des tireurs de ficelles, qui tirent les ficelles derrière cette réalité. Donc là, et c'est également un thème totalement inédit, on regardera les différents niveaux du système de contrôle. Niveau 5 sens, mais aussi le niveau des entités. Et on verra comment les entités manipulent cette réalité, que ce soit par les synchronicités artificielles, que ce soit par les pensées intrusives. On regardera aussi l'interface entre ces entités non humaines et le reste de la pyramide. Autrement dit, on parlera de cette civilisation parallèle, du complexe militaro-industriel, des lignées occultes cachées, notamment du lien avec la Terre creuse. Donc là aussi, c'est une conférence qui est totalement inédite. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous y inscrire. En bas de cette interview, je mettrai le lien pour vous inscrire à notre conférence du samedi 24 août 2024, à notre webinaire plus exactement, et je mettrai le lien pour vous inscrire à la conférence en présentiel à Paris du 7 septembre avec le programme détaillé de la conférence. Sachez aussi que sur notre site au-delà de l'illusion.fr, www
www.au-delà de l'illusion.fr. Il y a un podcast par semaine qui sort pour la partie commune. Pour la partie abonnement, il y a 2 podcasts par semaine, un podcast exclusif abonnement et une analyse de l'actualité ésotérique hebdomadaire. Donc, c'est vraiment la grande nouveauté. Donc, si cette analyse de l'actualité vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à notre site. C'est 5 euros par mois et l'abonnement donne accès maintenant à près de 170 podcasts inédits. Et il y a tellement de matériel que beaucoup de personnes n'ont carrément pas le temps de tout regarder. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Ça permet de soutenir cette recherche. Ça nous permet d'aller encore beaucoup plus loin, d'organiser de nouvelles conférences, d'éditer de nouveaux livres, de faire les enquêtes de terrain et puis ben, d'avancer. Donc, vraiment, n'hésitez pas à nous soutenir en achetant nos webinaires, nos livres, en venant à nos conférences, en vous abonnant à notre site. Vous pouvez également nous soutenir en nous envoyant vos témoignages à propos de vos expériences paranormales, à propos de vos expériences avec des cryptides, à propos de vos expériences avec des entités, parce que c'est vraiment par vos témoignages que cette recherche avance. Et sachez que tous les témoignages qu'on reçoit sont lus et qu'on essaye de répondre à tout le monde. Ça peut prendre un peu de temps parce qu'on reçoit beaucoup de témoignages, mais on essaye vraiment de répondre à tout le monde. Et je voulais remercier toutes les personnes qui nous ont envoyé leurs témoignages, mais aussi leurs réflexions par rapport à la nature de cette réalité. Vraiment, ça nous permet d'avancer parce que cette recherche, c'est quelque chose qui est vivant, c'est quelque chose qui se fait bien évidemment par les expériences personnelles, par les lectures, mais aussi par le contact avec les gens, par les témoignages, par les échanges. Donc, merci à tous, merci à tous nos abonnés, merci à tous nos auditeurs. Et maintenant, assez bavardé, et place à Roland Perret. Bonjour Roland, donc tu es artiste peintre, tu as eu des expériences vraiment de première main avec des entités qui t'ont affecté dans la chair, en tout cas qui ont affecté tes proches dans la chair. Donc déjà, ben, est-ce que tu peux te présenter? Parce que mes auditeurs ne te connaissent pas et tu as vraiment mis au point pas mal de choses, en tout cas travaillé pas mal de choses, pas mal de points, vécu des expériences hyper intéressantes. Donc, ben, n'hésite pas à te présenter. Merci Paul. Bonjour à tous. Voilà, donc je m'appelle Roland Perret. À la base, on va dire, dans mon corps d'incarnation, n'est-ce pas, je suis artiste peintre. Artiste peintre qui réalise parfois, vous savez, ces fresques monumentales sur des grands murs aussi, comme des tableaux. Voilà. Mais il se trouve qu'effectivement, comme tu l'as évoqué, il y a eu un moment donné, j'ai vécu un drame dans ma vie, c'est-à-dire que la femme que j'aimais, en 3 jours, est devenue folle, comme on dit. C'est-à-dire que, on appelle ça maintenant une dépression nerveuse, ou ça peut encore avoir d'autres noms. Ça a été très, très grave et ça l'a conduit finalement à une mort très jeune. Voilà. Cette personne, cette compagne, entendait des voix. Donc, et ces voix, je l'ai découvert avec difficulté parce que les voix qu'entendent les personnes souvent veulent rester cachées. Et ce qui est particulier, c'est que, enfin, ce qui m'a semblé vraiment étrange et d'une réalité absolue, c'est-à-dire que ces voix font faire des actes à leurs victimes, aux personnes qui les entendent, qui sont parfois à leurs yeux anodins, mais ça c'est pour mieux les ferrer très souvent en quelque sorte. Et après, ça dégénère avec des actes parfois de plus en plus graves qui les mènent dans des situations d'isolement social,
Très souvent, on appelle ça parfois des bouffées délirantes, hein, aussi, avec des accès émotionnels. Bref, j'ai découvert l'existence d'abord de ces entités par par son vécu. Ensuite, j'ai été moi-même sujet à des interférences, à des tentatives d'interférence, et notamment une tentative qu'on dit positive. Vous savez, c'est-à-dire que lorsqu'il y a un élément négatif qui vient, qui par exemple une entité qui apparaît, qui peut nous faire peur, voilà, si on tombe sous le coup de cet effroi, on peut être vraiment, comment dire, interféré, et on est la victime de cette entité. Ça, c'est relativement facile à comprendre. Ce qui est beaucoup plus difficile à comprendre, c'est les interférences, je ne sais pas comment les appeler, on pourrait les dire positives, où l'être apparaît comme étant absolument merveilleux. Et c'est ce qui m'est arrivé. Et cet être m'a proposé comment on pourrait dire, un royaume, un état d'être absolument impossible à refuser, hein. Voilà. Et bon, je ne vais pas m'attarder sur cette expérience. Je suis en train de préparer moi-même un podcast qui la relate dans tous les détails, qui va paraître en septembre. Et je pense que c'est vraiment très, très, très intéressant d'une manière surtout dans la manière de pouvoir décrypter comment ça se passe et comment. Je dirais qu'une seule chose, c'est que ces personnes qui ont par exemple des apparitions mariales, dont on a compris, en tout cas les auditeurs de ta chaîne, Paul, l'ont compris parce que tu en parles aussi. Oui, Voilà, que ce sont des pièges. Mais je crois que ce qu'on sait moins, puisque je l'ai vécu, cette expérience, c'est la quasi-impossibilité de refuser le cadeau. C'est-à-dire, ces êtres, tu as une tentation, tu te mets à genoux, tellement ça peut être merveilleux, magnifique, et tu es transporté. Et j'ai trouvé une force de refuser ça. Voilà, c'est ce que j'explique et dans ce futur podcast. Et voilà, mais bon, puisque tu me demandes un peu de présenter mon parcours, là, je ne veux pas rentrer trop dans le détail des expériences, mais ces multiples expériences m'ont amené aussi comment dire, à rechercher une forme de guérison, hein, pour ma compagne. Et là, j'ai rencontré des enseignants, j'ai rencontré des gens extraordinaires, et j'ai essayé les thérapies qu'eux-mêmes proposaient à ma compagne, je les essayais d'abord sur moi, hein, parce mhm. qu'elle, comme elle était fragile, voilà, je ne voulais pas qu'elle fasse n'importe quoi. Et à ma grande surprise, j'ai découvert que sur moi, l'effet de ces thérapies très puissantes sur ma propre personne, sur ma propre psyché. Et je suis devenu une forme de thérapeute libre, on va dire, hein, pour les personnes, pour les amis, on va dire. Et au fil du temps, pour les débarrasser de beaucoup de problématiques. J'ai une espèce de spécialiste de ces questions. Mais au fur et à mesure du temps, des études et des recherches, j'ai découvert une pratique extraordinaire, ou plutôt une clé dans une pratique essentielle par rapport à l'élévation de l'être humain, dont on parlera certainement, Paul. Et cette clé m'a permis de déployer des capacités énergétiques que je n'avais pas au départ et de pouvoir soutenir un travail d'élévation vibratoire. Je dis bien soutenir, hein, l'effort que va faire une personne pour s'élever de manière vibratoire en l'accompagnant, en boostant au niveau énergétique. Et ça, c'est pour moi absolument déjà merveilleux comme cadeau à moi-même et pour les autres, mais c'est quelque chose qui est maintenant fondamental dans ma vie. Et je consacre à présent tout le temps que je peux, même si je continue mon activité artistique, à partager ces acquis, ces connaissances, ces techniques, ces manières de faire. Voilà. Oui, bah c'est ça, parce que justement, on va voir un petit peu la thérapie que tu n'as pas forcément mis au point, mais en tout cas que tu as développée par tes expériences personnelles et tout ça. Et ben, on va voir que c'est vraiment une thérapie qui est basée
sur le travail sur soi, sur l'élévation de ses vibrations et tout ça, sur nos pouvoirs créateurs, parce que c'est la clé contre ces entités. On reviendra sur ça en fin de podcast, mais je voudrais déjà qu'on en vienne à l'expérience qu'a vécue ta compagne, ta femme, et savoir comment ça s'est déclenché, comment ça l'a affecté et comment tu as réagi et comment tu as compris que c'était une explication paranormale, c'est-à-dire venant des entités. Oui, comment ça s'est déclenché? Lorsque ça s'est déclenché, je n'en avais bien sûr je n'avais aucune compréhension et je ne comprenais rien, surtout à cette époque-là, dans ces années-là, c'était il y a 40 ans. Il n'y avait pas de littérature, il n'y avait pas de partage à ce niveau-là, il n'y avait même pas de littérature spirituelle à proprement parler. Voilà, les personnes, les familles où il y avait ce genre de problématique cachaient les gens qui avaient ce type de problème, honteusement, hein. Et donc, on n'avait pas accès librement à, à- comment dire, aux informations qui auraient pu être utiles. C'est dans les années, je crois, 2010 seulement, que certaines vedettes, hein, ont commencé à parler, avouer leurs états de dépression et c'est devenu moins tabou. Et du coup, on a beaucoup, au niveau de la connaissance dans le public, hein, pour nous tous, on a beaucoup pu avancer, beaucoup mieux pu avancer. Ce que j'ai découvert par rapport au déclenchement, j'ai découvert qu'il s'agissait de magie noire. Voilà. Mais bon, c'est mon analyse, c'est pas le plus intéressant. On va dire ça a été le déclenchement. Il y a eu une progression dans la gravité de l'état de ma compagne, au point où, à un moment donné, elle entendait justement des voix, comme j'en ai parlé tout à l'heure. Les... C'est vraiment quelque chose de pernicieux, puisque la personne soit pense que ces voix sont les siennes, soit ces voix vont prendre l'allure soit de guide, ou dans ce qui la concerne, c'était carrément Jésus, quoi, hein, dans sa vision des choses, hein, puisque l'entité, on le sait, peut vraiment copier, saisir. Le terme copier n'est pas assez fort, peut vraiment saisir les contenus subconscients de la personne et on pourrait dire en appuyant dessus, je ne sais pas comment elles font exactement, mais elles le révèlent à la propre personne. C'est-à-dire s'il y a une croyance en Jésus, ma compagne, elle avait rejeté son éducation catholique, mais à la suite de ces chocs, de ces problèmes, des frayeurs qu'elle a eues, ben, ces choses-là ont ressurgi, hein. Oui, et C'était puis toujours les égrégores restent de toute manière. de toute façon. Donc il y avait tout ce poids comme ça de culture. Donc Jésus lui parlait, Jésus lui demandait de faire des choses absolument inadmissibles sur le plan social et très même dangereuses et pour elle et parfois pour son entourage, quoi, hein. Euh, je vous donne juste un exemple assez terrifiant quand même. Donc nous avions une petite fille et à un moment donné, comment dire, j'ai compris quelque chose, c'est-à-dire que j'étais tellement attentif à tout ce qu'elle pouvait faire que j'en avais développé quasiment des propriétés quasi télépathiques. C'est-à-dire que ça me permettait de déjouer parfois des tentatives de suicide qu'elle allait faire. Il y en avait parfois plusieurs fois par jour, hein, faut le savoir. Vous voyez un peu la gravité de l'état. Oui, Et donc, terrible. ah oui, oui, c'était terrible. Et ça, moi, je l'ai vécu 10 ans, jour et nuit, hein. On va dire, ça a été mon initiation, hein, voilà. Ça change un homme, ce genre de choses. Et à un moment donné, le message, c'était de nous tuer, moi-même et ma fille. Mais pourquoi? Comment une femme qui était très douce pouvait-elle en arriver là, quoi? Vous savez, dans les faits divers, on a vraiment des cas inexpliqués, improbables, un père de famille qui tue toute sa famille. Il y a vraiment des horreurs, quoi. Et là, j'ai pu accéder au contenu. C'est-à-dire que la voix lui suffirait, écoute, voilà,
tu es vraiment perdu, tu es une âme damnée, tu es horrible, tu vaux moins que rien, tu es vraiment une personne sale. Hein. Les voix lui disaient ça, elle-même la salissait, la rendait petite et en quelque sorte ignoble. Or, ton compagnon, le merveilleux Roland, ah, le merveilleux Roland, et ta fille magnifique, hein, eh bien, ils vont être contaminés par toi. C'était ça. Ils vont être contaminés et tu n'as qu'une seule manière de les protéger. Eh ben, il faut les tuer. Comme ça, ils ne seront pas, voilà, ils vont pas subir ton influence, ton rayonnement maléfique. Heureusement, elle était très maladroite et puis en même temps, j'avais un peu compris les choses à l'avance et vraiment, ça n'a pas fonctionné. Juste un petit exemple. Là, il n'est plus possible, il n'était plus possible pour moi, ça faisait déjà un moment, de pouvoir adhérer à la vision scientiste des choses où ça ne se passe que dans notre cerveau. Comment notre cerveau pourrait-il se retourner à ce point-là contre nous, contre les autres, avec une ruse absolument parfois très poussée, parfois, parfois plutôt absurde. Enfin, il y a différents niveaux. C'est-à-dire que le plus raisonnable, le plus logique était de penser qu'il y a quelque chose d'autre à l'extérieur, qui a une influence extérieure, et que ce n'est pas juste une espèce de jeu malsain, bien sûr, de son propre subconscient qui nous trompe à partir de contenus pas très bien compris. C'est un peu tiré par les cheveux, ça me tient moins la route que cette notion d'une intervention extérieure. Après, on peut les voir, les percevoir. J'ai ressenti des choses, j'ai perçu, j'ai vu. Mais lorsqu'on voit, on est peut-être même au niveau. Est-ce que tu peux nous parler de tes expériences visuelles avec les entités pour que les gens puissent voir ce que tu as ressenti, ce que tu as vu pour un peu décrire l'apparence de ces entités? Oui, oui et non. Je vais m'expliquer. Là, je n'avais pas particulièrement de faculté de clairvoyance. Mais bon, un artiste a une sensibilité, c'est peut-être dû à ça. Mais à un moment donné, au moment d'une crise hein, de ma compagne, j'ai perçu quelque chose. Alors, qu'est-ce que j'ai perçu? Attention, les âmes sensibles, n'est-ce pas? Mais je pense que ton public est plutôt averti. J'ai perçu une raie. Alors, imaginez une forme quadrangulaire, plate, hein, dans ce sens-là, hein, comme une espèce de losange, comme un cerf-volant, ouais, hein, fiché dans la tête, et la queue donc il y a les yeux hein, de la raie, la notion d'animal vivant, et la queue de la raie avait pris la place par les cervicales dans toute la colonne vertébrale. Et donc, il y avait une forme de cette espèce de figure, comme ça, quadrangulaire, noire, et cette prise de possession du canal central là, de la personne. J'étais, j'étais choqué de percevoir ça. Ma compagne, elle a vu que j'ai perçu quelque chose, elle m'a dit, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que j'ai, je ne comprends pas, parce elle avait des hauts et des bas hein, dans sa psychologie, dans ses états d'être. Et j'étais là, c'était tellement effrayant que je ne voulais pas lui dire. Mais elle a insisté. Mais si, dis-moi, il faut absolument que je sache et tout. Et là, je pense avoir fait une erreur. C'est-à-dire que je lui ai dit. Je dis, voilà, bah, tu veux savoir ce que je vois, je ne suis pas sûr de ce que je vois. Enfin voilà, je ne sais pas ce que c'est, je vois ces traits. Et là, ça l'a tellement effrayé. Ça a renforcé sa frayeur n'est-ce pas? Et là, je me suis rendu compte de l'erreur que j'ai faite. J'aurais mieux fait de me taire. Parce que dans l'état de fragilité qu'elle était, ben voilà, j'ai pas été très malin. Je me rappelle, c'était il y a 40 ans. Et j'ai fermé. J'ai compris plus tard que j'ai fermé ma possibilité de voir. Parce que je m'en suis voulu très fortement de cette espèce d'aveu que je n'aurais pas dû, ce que j'avais perçu. Par contre, j'ai découvert tout récemment, parmi les entités, donc il y a, ben là, on parle des insectoïdes, on parle, et puis j'ai eu justement dans l'écoute d'une hypose régressive, la description précise de ce que j'avais perçu, hein, de l'arrêt, quoi.
Voilà, il y a des animus éthériques qui prennent possession des êtres et ils envoient une tentacule dans la nuque, dans le milieu du dos, dans le bas du dos, pour pomper l'énergie, les émotions. On peut aussi voir plus précisément ce qu'elles font, quoi. Donc voilà. Donc maintenant, à présent, je ne, je ne perçois pas. Mais bon, une fois qu'on connaît ces choses, on devine, on ressent, on pressent. Et finalement, les détails ne sont pas tellement importants. Pour moi, ce qui est important, c'est comment s'en dégager, quoi. Voilà. Et donc, est-ce que tu es passé, donc, comme pour aider ta compagne, comment tu as procédé? Est-ce que tu es passé par le système médical classique, par une psychothérapie ou par d'autres moyens ou un mélange de tout? Un mélange de tout, parce que son état était tellement grave qu'on n'échappait pas à des hospitalisations en hôpital psychiatrique, parce qu'une personne qui court nue dans la rue ou qui est dans des endroits publics ou qui fait, voilà, ou qui se met en danger, à un moment donné, je ne jette pas la pierre, loin de là, à la science, comment dire, médicale. Et psychiatriques, ils font ce qu'ils peuvent. Ils font ce qu'ils peuvent et ils éteignent, hein, la personne. Hein. On parle de camisole chimique, ce qui a comme effet de calmer. Malheureusement, pas de soigner, mais d'apaiser. Et cet apaisement, si la personne arrive ensuite à gérer de manière correcte ses médicaments, hein, baisser, mais reprendre un petit peu quand ça ne va pas, peut entamer une thérapie. Parce que, voilà, donc ça dépend de la gravité des cas. Mais bien sûr, j'ai bien vu qu'il n'y avait pas de guérison de ce côté-là. Donc, je me suis tourné vers des techniques et libératrices. Et il faut savoir qu'il y a des techniques respiratoires. Ça, je pense que c'est peut-être quelque chose d'intéressant, si ce n'est pas un scoop sur ta chaîne. Il y a des techniques respiratoires qui nous permettent de nous libérer des entités. C'est proche du rebirthing, du rebirth, pour ceux qui connaissent. C'est-à-dire c'est une respiration qui est proche de l'hyperoxygénation et euh, qui va expulser tout le gaz carbonique. Et les entités, il y a un lien avec ça. Hein. C'est-à-dire que là, il y a un dégagement. Ça permet, si on se sent encombré par des parasites. Je ne parle pas de choses très insidieuses et plus graves. Hein. Je parle des parasites quasiment normaux que nous avons presque tous malheureusement. Hein. Une pratique comme ça, journalière, permet de quelques minutes, permet de dégager. Et je ne le savais pas à l'époque, mais donc ces techniques de rebirth et puis d'autres techniques ont permis quand même à ma compagne de passer d'un état où elle était, comment dire, elle faisait tous les 3 mois, elle allait à peu près bien pendant 15 jours, à peu près une dizaine de jours. Pour dire, elle allait mal tout le temps, tous les 3 mois, elle avait une forme d'un peu de rémission, de répit. Avec un travail de ce type, on est passé à l'inverse. C'est-à-dire qu'elle était quasiment bien, elle arrivait à avoir une vie normale, s'occuper de sa fille, même de ses activités artistiques, mais tous les 3 mois, il y avait une crise qui l'emmenait à l'hôpital. Et malheureusement, les entités sont rusées, c'est-à-dire elles inversent souvent les choses, hein, elles inversent les choses. Et elles retournent la personne très souvent contre les gens qui l'aident. Elle s'est retournée contre les thérapeutes qui l'aidaient. Elle s'est retournée contre moi. Elle se retourne. Voilà. Et les entités cherchent à isoler la personne pour pouvoir mieux la contrôler. Oui, oui, c'est ce que disait Jerry Marzinski, justement. Et là, je vais vraiment ajouter des choses à ton témoignage parce que ça renforce exactement ce que tu dis. Les entités disent aux patients déjà de ne pas prendre leurs médicaments, qui ne guérissent pas, mais qui permettent de calmer la personne, d'éviter que la personne se fasse du mal et fasse du mal aux autres. Donc les entités
disent à la personne de ne pas prendre ses médicaments. Et surtout, les entités vont dire à la personne que le mari, l'épouse ou les parents ou les amis, des gens très souvent qui sont bien intentionnés, veulent du mal, lui veulent du mal et tout, et donc vont isoler la personne pour ensuite mieux la détruire. Et ça, c'est ce qu'on retrouve dans beaucoup de cas qui ont été étudiés par Marzinski et dans beaucoup aussi de cas de ciblage en réseau qui est lié à la magie noire, qui est lié à ces entités, qui est lié aussi à des armes à énergie dirigées et tout ça, c'est multifactoriel, mais il y a toujours cette envie d'isoler la personne pour ensuite la détruire. Et donc vraiment, ce que tu dis, c'est vraiment, ça me parle. Oui, oui, c'est un isolement aussi, dans ce cas, social, c'est-à-dire que les actes dans la rue au grand jour, quoi, de manière, ça, c'est encore un autre cran que par rapport au milieu familial ou amical, et autant que possible, ils cherchent à justement isoler la personne, quoi. Et on peut se poser la question de qu'est-ce qu'elles cherchent et pourquoi elles font ça. Je sais que tu étudies ça avec acuité. Et je peux peut-être amener quelques éléments ou ma vision des choses. Oui, très, très intéressant. N'hésite pas. Ben, tout d'abord, je vais dire quelque chose qui va peut-être te surprendre. Les, euh, on parle d'entités éthériques, hein. Les entités éthériques, le monde éthérique est très, très, très peuplé, ça, tu le sais aussi, de plein de classes, hein, différentes d'êtres, hein. Ça va voilà, ça va, il y a plein de niveaux différents, un peu comme notre monde, mais même encore en plus riche. Ces êtres-là, dans le monde éthérique, sont peut-être même bien plus évolués que nous, dans le sens où il y a, euh, on va dire, il y a notre plan matériel et il y a le plan éthérique, hein, si on parle juste du plan de la Terre. Il y a des peuples éthériques, des êtres éthériques qui ont une intelligence qui est comme la nôtre, avec une intelligence aussi particulière qui peut faire penser même qu'elle est supérieure à la nôtre, et ils ont une vie très belle, une vie sociale plus belle et plus intéressante que la nôtre, hein, c'est peut-être un peu surprenant. Sauf que ils ont cette possibilité de pouvoir descendre dans notre monde. La plupart du temps, dans la succession des mondes, les êtres qui sont on va dire de naissance, hein, dans un certain plan peuvent descendre dans le monde inférieur et pas s'élever au-dessus, quoi. Donc elles peuvent descendre très facilement dans le nôtre. Lorsqu'elles descendent en translation, elles ne sont ni vues, on le sait bien, ni vues ni entendues. On sait aussi qu'elles nous voient parfaitement, qu'elles peuvent lire nos pensées, qu'elles peuvent se déplacer comme elles le veulent dans l'espace et peut-être même les lignes de temps, hein. Oui. Et ce qui les intéresse, elles ont remarqué que ce qui les intéresse, c'est une certaine qualité d'émotion. Alors, il y a des classes d'entités qui ont des appétences, par exemple, pour la peur, d'autres pour des formes d'angoisse, et d'autres des formes de joie, de joie extatique, un peu, hein, de Est-ce l'ordre que, de l'ex- est-ce que ça explique, pardon de t'interrompre, mais est-ce que ça explique justement les entités qui cherchent la joie, que j'appelle la fausse joie? Est-ce que ça explique des manifestations comme les Jeux Olympiques, euh, comme les grands matchs de foot, où tout est mis en avant par les médias, il n'y a plus que ça qui existe, et tout ça, tout le monde doit être heureux et tout ça, alors que moi, personnellement, j'aime bien les Jeux Olympiques, je regarde, je le dis ouvertement, mais il y a des gens qui n'aiment pas ça et ils sont pas forcés d'être heureux et tout ça. Mais là, c'est comme si tout le monde est forcé à voir ça et tout ça. Est-ce que c'est pas un espèce de rituel comme ça pour nourrir ces entités? Pardon de t'avoir interrompu, mais c'est... Euh, N'importe quelle manifestation de groupe, si on prend n'importe quel match
de foot, si on parle, hein, sans parler des Jeux Olympiques, ou s'il y a une foule qui va dire oui, on a marqué, là, il y a un lâcher d'émotion qui n'est pas perdu pour tout le monde, évidemment. Donc, il y a forcément à un certain niveau des encouragements à ce type de manifestation, tout comme il y a des encouragements aux guerres. Voilà. Mais ça dépend aussi des classes d'entités. Les entités qui vont influencer nos chefs d'État, euh, nos chefs de guerre, ces choses-là, sont d'un niveau qui n'est pas le même que une entité qui passe par là, on va dire citoyen lambda éthérique, qui vient dans notre monde et qui remarque que, par exemple, on va dire quelqu'un qui a une peur, hein, quelqu'un a peur, que cette peur est délicieuse pour lui. Elle est délicieuse. Elle est délicieuse, d'autant plus que donc elle peut capter cette émanation. Elle la capte en plongeant une de ses, on pourrait dire, tentacules, hein, au niveau éthérique de l'être. Elle la pompe. C'est comme une drogue pour eux. C'est un plaisir. C'est un plaisir, d'autant plus que, contrairement à la drogue chez nous, il n'y a pas d'effet secondaire. C'est un plaisir absolument merveilleux pour ces êtres qu'ils ne connaissent pas sur leur propre plan. Ouais, c'est un peu les drogués, quoi. Tous les êtres éthériques ne viennent pas en translation chez nous. On a affaire à des gens qui, on va dire, abusent un peu d'une certaine position avec leur possibilité de translation. Comment est-ce qu'ils font? Ils, euh, ils, euh, Ils vont donc plonger cette tentacule dans l'être. Là, il y a un mélange d'énergie vitale qui se mélangent, qui savent mélanger à l'émotion. Et c'est ce mélange qu'ils opèrent, qu'ils savent opérer, parce que l'énergie, l'émotion brute, ça ne va pas. Et l'énergie vitale, ça ne va pas non plus. Il faut qu'il y ait un mélange. Ce mélange, ils peuvent le faire. Et donc, évidemment, s'ils nous pompaient que nos émotions, on pourrait très bien ne pas s'en rendre compte, mais ils nous pompent l'énergie vitale. Et c'est ce qui nous met en état de faiblesse. Et eux, bien sûr, ont aussi compris que plus on va être dans des états, par exemple, ben justement d'angoisse ou de peur, plus il y a production, plus il y a des choses délicieuses. C'est-à-dire que, à mon sens, ils ne nous dévorent pas, ils ne nous mangent pas, ils ne veulent pas notre destruction. Bien au contraire, puisqu'ils nous considèrent comme une espèce inférieure, un peu comme nous, va considérer les mouches ou les insectes. On va envoyer un moustique, on va le claquer sans aucun état d'âme. Il n'y a aucun état d'âme pour eux de puiser en nous ce, ce mélange émotionnel, certains l'appellent le louche, hein, pour suivre certains auteurs, ce mélange d'énergie vitale et d'énergie émotionnelle. Ça, c'est l'entité qui vient et qui passe par là, qui en profite. On va dire que c'est la méthode artisanale. Hmm. Et puis il peut revenir et puis il va essayer d'encourager les conflits, par exemple, dans le couple ou dans la famille. Il va essayer d'infuser des idées pour qu'il y ait la production qui lui plaît. Il ne voit pas de mal à ça. C'est ça qui est intéressant. On parle de certaines classes d'entités, hein, on va dire les plus, c'est le cas le plus courant, hein. Par contre, il y a une manière industrielle. Il y a des petits malins éthériques qui se sont réunis et qui collaborent avec d'autres êtres. Là, si on parle par exemple des fameux gris, hein, sont capables de créer des espèces de technologies éthériques. Et là, c'est la pose d'un plan. C'est-à-dire que lorsqu'un être éthérique vient en translation, ça lui demande un effort. Il ne peut pas rester très longtemps. Donc, il va faire son pompage ou il va repartir. Mais ces groupes euh, d'entités, ce qu'elles vont faire, c'est poser un implant. Il faut qu'il y ait une faille, hein. Il faut qu'il y ait une faille ou une forme d'accord. Il y a un certain nombre de règles de fonctionnement. Et cet implant, une fois qu'il est posé, elles peuvent retourner sur leur propre plan
la personne va avoir, par exemple, des récurrences. Dans le genre, je vois rien, je suis une merde, tout ce que je fais, je le rate. Par exemple, hein, ça peut être ça, l'implant qui va encourager quelque chose qui est déjà plus ou moins existant chez la personne, mais va encourager ça pour la maintenir dans cet état. Après, l'entité va revenir. L'implant sert plus ou moins de GPS la plupart du temps, donc va repérer rapidement, instantanément sa proie, récupère le produit, le louche, hein, et va faire une mise à jour ou réintroduire un autre implant. Et de cette Hmm. manière-là, ils créent même des réserves sur leur propre plan, des espèces de hangars avec ces produits. On pourrait imaginer des flacons qui sont là, et n'importe qui peut venir et puis se faire sa petite dose. C'est presque une forme pour eux de... C'est presque l'aristocrate qui va s'envoyer en l'air, hein, du 19e, comme on pourrait imaginer. C'est pas, il n'y a pas une volonté pour la part de ces entités, donc de destruction. Ils n'aiment pas les gens qui sont malades parce que la qualité ne va pas être la même. Donc, ils ne cherchent pas à nous rendre malades, mais ils nous rendent malades du fait d'épuisement, d'énergie vitale quand même. Il y a Oui, d'autres classes, ouais, oui, c'est comme une ferme humaine, vraiment, comme dirait Marc Gray, la ferme humaine. c'est ça. C'est ça. Bah, ils nous considèrent comme du bétail parce que, ils nous considèrent comme étant non intelligents au vu de leur intelligence. Mais ils ne sont pas réellement plus intelligents que nous, ils sont à peu près au même, on va dire au même niveau. Par contre, c'est l'intelligence fonctionnelle qui est différente. C'est-à-dire que nous, si on veut si on veut réparer un ordinateur, ben, il faut être un spécialiste ou alors il va falloir se farcir pas mal de bouquins techniques pour pouvoir arriver à réparer, par exemple, un ordinateur, hein, le hard, hein. Et un être éthérique a une espèce d'intelligence intuitive fonctionnelle. Il va réparer l'ordinateur, mais il ne pourra pas décrire comment. Voilà. Donc, mais du coup, ils ont un fonctionnement beaucoup plus efficace sur leur propre plan. Et ils nous prennent pour des neuneux, hein, pour des imbéciles, pour des gens et aussi très naïfs, quoi. Voilà. Pour la naïveté, c'est une autre classe qui va. Oui, tu peux Ouais. élaborer. Ça, c'est les manipulateurs. Eux, ce qui les intéresse, c'est la dévotion. Voilà. Ils aiment avoir des serviteurs, les gens qui les adorent. Donc, c'est eux qui vont encourager les systèmes religieux, les systèmes d'adoration, que ce soit un dieu des religions, quelles qu'elles soient, hein, dans le monde, ou des êtres angéliques, ou évidemment sataniques. C'est pareil, du moment que ça fonctionne, du moment que ça marche, du moment qu'il y a une forme d'adoration, du moment qu'il y a des prières, les prières, ils peuvent les capter et se régaler, hein, avec ça. C'est cette notion de nutrition qui est dans la plupart des cas à affiner, parce qu'on s'imagine toujours qu'ils nous dévorent, quoi. Il y a des êtres euh, beaucoup plus pernicieux. Tu sais, on dit cette fameuse règle, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Chez nous, on a des gens vraiment dangereux. On va dire, je ne sais pas quel est l'être, un des êtres parmi les plus dangereux chez nous, mais on va dire un chef de mafia, quoi, un mafieux. Hmm. Mhm. Le mafieux, le mafieux est sans scrupule, il a ses objectifs, il le fait pour sa famille, n'est-ce pas? Il ne se sent pas mauvais, mais il est sûr de son bon droit et il fonce. Là, on a affaire à des individus qui sont plus rares. C'est ceux qu'on appelle les archontes. Et ceux-là se nourrissent du sang, des effluves, des effluves du sang. C'est-à-dire comment ça marche? Si quelqu'un meurt, il meurt dans un accident, par exemple, son sang s'épanche, l'énergie vitale majeure et pas mineure comme dans une infestation classique. Là, c'est toute l'énergie de l'être qui va se disperser dans l'atmosphère. Elle est perdue pour ces êtres. Mais s'il y a ce qu'on appelle un sacrifice,
C'est-à-dire si l'être meurt pour l'entité, elle est la plupart du temps capable de capter l'énergie parce qu'elle est lui adressée. Et cette énergie-là la rend extrêmement puissante. Elle lui donne des capacités qu'elle devrait pouvoir normalement développer par un développement intérieur, mais elle triche en quelque sorte, parce qu'elle trouve le moyen de booster à l'extrême ses propres capacités. Donc ça, ce sont des êtres très puissants qui ont une influence très grande, mais qui vont choisir des êtres où ça va être intéressant pour eux, donc des êtres à pouvoir, des êtres, voilà, genre chef d'État ou chef d'armée, dont les décisions peuvent avoir des conséquences qui les intéressent. Parce qu'évidemment, une guerre, un attentat, des choses comme ça, c'est très intéressant du part de la frayeur qui est dégagée et aussi le sang qui est coulé. Est-ce que ce Après, il y a, sont ces êtres qui sont derrière les rituels sataniques, les messes noires, et tout ça? eh oui, comment ça se passe? C'est-à-dire que toi et moi, on n'a pas affaire à ces gens-là parce qu'on n'est pas intéressant. Ok, on a une audience, mais c'est pas, voilà, on n'est pas assoiffé de quelque chose. Tu n'as pas un besoin, tu veux pas absolument avoir beaucoup d'argent ou une renommée, être reconnu, être vu, avoir la gloire, hein, comme un artiste voudrait avoir une gloire ou le pouvoir pour un chef d'État. Lorsque un être est au point, tu pourrais vendre père et mère pour avoir ça. Hein. Ça, donc une forme un état psychologique quoi, Oui. particulier. Là, ces êtres-là, la rencontre s'approche. Et il va non pas intervenir directement, mais il va intervenir sur un groupement qu'il a déjà créé, on va dire, en amont. Hein. On ne peut pas expliquer tout depuis le début, mais il y a déjà une forme de secte hein, ou de groupement. Hein. Oui. Souvent des groupes relativement réduits, très secrets. Et ce groupe va contacter cette personne, hein, celle qui est avide, par exemple, de pouvoir. Et elle va l'inviter. Elle l'invite à une réunion. Et puis la personne qui veut du pouvoir se retrouve à une réunion. Elle est entourée de gens qui ont le pouvoir, qui ont ce qui l'intéresse. Hein. Des gens du niveau social, par exemple, auquel qu'elle voudrait atteindre. Elle se dit, ouais, c'est pas mal, je voudrais avoir ça. Elle dit, ouais, bah, c'est possible, rentre dans notre cercle. Tu as qu'une chose à faire. Voilà, on a des réunions, il faut faire des chants, voilà, il faut allumer des cierges, il faut faire des rituels. Il faut faire des rituels. Sans plus, hein, des rituels, tu allumes une bougie, tu fais ci, ça, tu chantes des trucs un peu bizarres. Et ce qui se passe, c'est que l'entité, hein, l'archonte, a cette capacité tout simplement d'asservir un élémental. Hein, les élémentaux, des êtres qui ont une intelligence pratique très, très développée, hein, c'est des esprits de la nature, on pourrait dire, enfin voilà, et lui assigne un élémental. Donc la personne se retrouve, on va dire, avec sur l'épaule un être invisible qui va lui souffler des bonnes décisions. Tiens, investir dans telle action ou va rencontrer telle personne. Comme l'élémental a des connexions que l'être humain ne peut pas avoir, la personne, elle a comme un guide qui lui dit quoi faire pour accéder justement au pouvoir ou accéder à la richesse ou à la renommée, la gloire. Voilà. Donc la personne dit ouais, c'est génial. D'ailleurs, elle a une vie géniale. Tout va très bien. Et puis elle a quoi à faire hein. Aller faire tous les mois sa rencontre par monsieur ces gens-là, faire une petite prière, allumer une bougie, chanter des trucs bizarres. Voilà, où est le mal, n'est-ce pas? Il ne le voit pas, parce que c'est lui-même une victime, hein, mais il ne le sait pas. On va voir pourquoi. Et donc, cette personne, tout va très bien pour elle. Et là, à un moment donné, les choses deviennent plus lourdes. Dis voilà, si tu veux que ça continue, et puis en principe, il y a une avidité, hein, on veut toujours plus, quoi. Si tu veux que ça continue, ben, il y a juste une chose à faire. Il y a un sacrifice de sang à faire.
il faut trouver une victime et il faut la sacrifier, il faut que le sang coule et il faut qu'il coule en mon nom. Dans ces rites, donc là, à haut niveau, l'être, l'archonte, est capable d'apparaître, même, tellement il a du pouvoir psychique dû au sang, aux effluves du sang. Mais cet être, quand il utilise ses pouvoirs, la réserve baisse, il les perd au fur et à mesure. Donc il faut que ça recommence, il faut qu'il y ait sans arrêt un renouvellement. Donc ces dévots, on ne peut pas dire autrement, se retrouvent à devoir choisir une fois par mois, une fois tous les 3 mois, à devoir faire tuer quelqu'un ou tuer quelqu'un. Il peut y avoir des indications de l'être, que si ça doit être un enfant ou une jeune fille ou si c'est égal, voilà. Et si la personne elle-même n'arrive pas à faire cette mise à mort, hein, par exemple techniquement ça ne va pas marcher, eh ben, l'archonte, c'est pas un type très sympa, si on peut dire ça. C'est-à-dire qu'il va falloir choisir une victime parmi les membres du groupe, quoi. Et là, il faut qu'ils choisissent l'un d'eux, quoi. Hmm. Ce qui se passe après la mort, c'est-à-dire que les gens qui font ça ont effectivement beaucoup de pouvoir, hein, et ils sont très puissants. Après la mort, c'est là qu'il faut payer. Et c'est là que ces êtres se retrouvent, les esclaves des archontes, et se retrouvent complètement manipulés dans leur âme astrale, c'est-à-dire pour des siècles, et non pas des années, hein, non pas la petite centaine d'années que nous, oui, mais pour des siècles, dans un état vraiment pas enviable, au service de ces archontes, au service de la guerre, au service de l'horreur. Même s'ils ne le veulent pas, ils n'auront pas le choix, quoi. Ils ont vendu leur âme au diable, en fait, littéralement. En fait, les mythes de Faust, ouais, oui, oui, tout à fait. Tout Et à est-ce fait. que... Oui, Ouais. vas-y, continue, parce que c'est... Non, je t'en prie. Oui, et est-ce que ça explique très souvent, par exemple, autour d'hommes politiques, dans le cirque de la politique, parmi les stars et tout ça, il y a beaucoup de personnes qui sont en parfaite santé et tout ça, et qui meurent jeunes. Est-ce que ça peut être des gens qui sont sacrifiés dans ces rituels parce qu'une autre star, par exemple, n'a pas trouvé de personnes à sacrifier? Par exemple, il y a des cas des stars qui meurent à 27 ans, le club des 27, mais tout ça, est-ce que ça viendrait de là, même oui, des gens très dans ces cercles qui meurent très souvent jeunes, contrairement à la plupart C'est qui souvent, meurent très vieux. c'est souvent des destins tragiques, hein, qu'on voit autour. Voilà, on peut pas le prouver, bien sûr, mais c'est une grande possibilité, n'est-ce pas? Hmm. Oui, Ouais, ouais, ouais. C'est vraiment une. Il y a une manipulation là pernicieuse, mais euh, il faut comprendre aussi au niveau des êtres éthériques que voilà, ils sont pas tous comme ça, mais ceux qui ne sont pas comme ça viennent pas nous voir. Ils n'ont pas de rapport avec nous. On n'existe pas vraiment pour eux. On n'a pas d'importance. Quand un être invisible, quand l'invisible s'approche de toi par l'extérieur, il faudrait arriver à définir cette notion d'extérieur ou d'intérieur. Quand il arrive par l'extérieur, il s'approche de ta conscience, voilà, il se présente. Il y a, tu peux être sûr qu'il a des intérêts qui lui sont propres, des intérêts qui lui Hmm. sont propres. Mm. Oui, oui, c'est très, ça me parle. Et par exemple, je voulais te demander, est-ce que ces archontes peuvent pousser quelqu'un à s'auto-sacrifier, par exemple? Est-ce que ces archontes peuvent pousser quelqu'un au suicide? Donc, pas forcément quelqu'un de haut placé dans ce cas-là, mais est-ce qu'ils peuvent dire à la personne, ben, leurrer la personne à se suicider? Ils en sont certainement capables. Est-ce que c'est intéressant pour elle? Euh, c'est peut-être plus intéressant pour elle d'exploiter un être humain qui a des possibilités d'action et des possibilités d'avoir plus et de récolter plus par son influence ou justement par ses actions. Le suicide,
Euh, oui, c'est évidemment possible à partir du moment où on peut entendre des voix. On a vu ensemble que le meurtre est possible et devient même possible pour quelqu'un à la base de très doux. Et donc, ça ne lui viendrait vraiment pas à l'esprit de tuer quelqu'un, quoi, hein. Là, je fais référence à l'histoire de ma compagne, hein. Et je lis les faits divers avec beaucoup d'intérêt. Très souvent, toutes ces histoires où les systèmes juridiques, la police et tout ça, sont démunis parce que tout d'un coup, sans qu'il y ait aucun avertissement, il y a quelqu'un qui va massacrer sa famille ou rentrer dans une école et tirer sur des gens. On ne l'a pas vu venir, on n'a pas. Voilà. C'est la manipulation, voilà, va jusque-là. Le suicide, c'est vraiment un changement d'état important. C'est la fin d'une certaine manifestation qui est possible. Mais ça peut aussi être l'occasion d'enfermer d'autant plus la personne dans son après-vie, hein, dans son âme astrale, quoi. Voilà. Ce qui est sûr, c'est que vouloir maintenir l'humanité dans sa petitesse, dans sa faiblesse, ça, c'est une évidence. Donc, on le voit par la manipulation à tous les niveaux éthériques, c'est vraiment leur intérêt. Peut-être comme on coupe les ailes au poulet, hein, pour qu'il ne s'envole pas du poulailler, ben, on nous coupe les ailes, on veut qu'on soit amoindri. D'ailleurs, il y a une chose dont je n'ai pas entendu trop parler, c'est des casques éthériques. Ces êtres passent dans notre monde et nous mettent des formes de casque éthérique, une espèce oui, de casque, c'est le bon terme, qui fait qu'on est une espèce on pense pas vraiment avec clarté, on n'est pas vraiment éveillé, on est un peu endormi, on est dans notre routine, hein, il y a pas, ça nous laisse dans un état plutôt bas et on a tendance si on se secoue pas, à tomber dans des états un peu moroses. Si euh, on peut briser ce casque lorsqu'on va étudier, par exemple, des choses telles que ce qu'on fait là en ce moment, ou étudier des textes spirituels, quand on cherche le vrai, on cherche à comprendre, on fait une certaine forme d'intensité, je dis, pensons, hein, une forme de réflexion intérieure, une forme d'énergie interne qui va faire que le casque, il se fissure et il tombe. OK. Seulement, ces êtres, ils repassent. Si ce n'est pas dans les heures qui suivent, ça va être dans les semaines ou peut-être les mois. Et c'est comme des sentinelles, hein, qui passeraient au milieu du troupeau. Tiens, celui-là, il a plus son casque. Ah ben, on lui remet. Donc, il y a ce qui est intéressant, c'est de prendre conscience de notamment ce casque, de ces tentacules, hein, qui nous épuisent, et pouvoir se débarrasser de ça. Sur le plan des archontes, sur ce plan-là, c'est le domaine des contrats, c'est le domaine de la responsabilité personnelle, des choix profonds, hein. Il y a cette notion de contrat, d'accord, vendre son âme avec le diable, quelque part, on le sait quand même. Voilà. Donc, c'est pas des questions de morale, c'est des questions on va dire, ouais, de survie, de ne pas tomber dans ces pièges-là, quoi. Et je t'ai vu justement à une émission avec Gélico où tu étais avec deux personnes qui avaient vendu leur âme, qui avaient passé des pactes malgré eux avec des entités qui sont dans un cas qui s'est montré sous son aspect réel et sous un autre cas qui s'est fait passer pour Dieu et tout ça. Il faut dire les choses. Comment ça fonctionne, ce genre de pacte passé indirectement, où la personne, bien évidemment, ne fait pas de rituel satanique ou quoi que ce soit, mais est leurrée à vendre son âme? Comment ça se passe? Quelles sont les entités derrière ça et quelles sont les conséquences? Là, en plus, ce qui était particulier, c'est que ça leur est arrivé à ces deux personnes au très jeune âge, Oui, hein. Une personne à 3 ans et demi et l'autre à 7 ans. Pour l'une, c'était quelque chose qui lui faisait peur et il était hospitalisé. Je répète, je rappelle l'histoire très brièvement, hein. La personne est hospitalisée, elle a très peur pour sa vie, et c'est vraiment dangereux, elle est dans une mauvaise situation, hein.
très, très mauvaise santé, elle le voit apparaître, ou elle sent apparaître sans la présence d'un être maléfique. Voilà, maléfique, négatif, au pied de son lit. Mais il lui prête des capacités et des pouvoirs et il lui dit, si tu me sauves, je te donnerai ma joie de vivre. Et cette personne, effectivement, est encore maintenant dans un état de tristesse continuelle, perpétuelle. C'est assez affolant à voir, quoi, hein. Et il cherche à s'en sortir, il fait ce qu'il peut. Et l'autre personne, elle a entendu, donc elle avait 7 ans, elle entend dans sa tête quelque chose qu'elle prend pour la voix de Dieu. C'est quelque chose de très gentil, quelque chose de doux, et qui lui dit, écoute, voilà, il faut que tu m'offres un organe. Choisis l'organe que tu vas m'offrir. Ah bon, un organe, comment ça? Ben oui, c'est comme ça que ça se passe, c'est comme ça que ça fonctionne, tu dois m'offrir un organe. Donc elle a choisi un organe. Du haut de ses 7 ans, elle s'est dit, elle avait lu quelque part que le foie pouvait repousser. Elle a dit, voilà, je t'offre mon foie. Et elle a eu des problèmes très graves, effectivement, au foie. Et ces problèmes maintenant sont arrêtés, mais voilà, elle a vraiment des dizaines d'années ont passé. Alors là, c'est particulier, c'est-à-dire que il y a normalement ouais, c'est là que pour certaines choses, il y a besoin d'un accord, il y a besoin d'une autorisation pour la pose d'implants. Parce que là, c'est des implants, hein. Quand il y a une récurrence, il y a des maladies inexplicables, et que ça dure dans le temps, on peut vraiment très souvent deviner la présence d'un implant. Et que dire à ce sujet? Oui, 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 ça- vas-y. Non, non, c'est bon, c'est, voilà, vas-y. oui, la, ces êtres ont apparemment des comptes à rendre par rapport à l'humanité. C'est-à-dire que ce n'est pas une activité normale, hein. On l'a vu tout à l'heure, ces poses d'implants, de descendre sur le niveau inférieur et d'exploiter comme ça la race humaine. Par contre, ils disent l'homme est d'accord. L'homme est d'accord, il dit oui. Et à partir du moment où il dit oui, là, j'ai l'impression que c'est comme ça que ça se passe. Les instances supérieures à ces entités disent bah, si c'est oui, bah, c'est OK. Parce que à plus haut niveau, il y a un profond respect du libre arbitre humain qui est même obligatoire parce que sinon, il y aurait pas d'évolution de l'espèce réelle, quoi, hein. Hein, voilà, ça demanderait tout un débat. Mais les êtres spirituels de très haut niveau n'interviennent pas, ou vraiment très très peu, seulement en cas d'extrême nécessité, n'interviennent pas dans nos vies, contrairement à ces entités. Là où c'est vraiment abusé, je trouve, c'est que ces accords sont volés à des enfants qui n'ont pas les capacités de refuser, de comprendre. Ça se passe parfois dans la nuit, dans la vie de rêve. En principe, ces contrats sont assez faciles à détruire, c'est-à-dire c'est par un mouvement interne, de volonté interne, parce qu'ils sont caducs. Tout contrat important doit avoir un témoin. Or, il n'y a pas le témoin là de la conscience de la propre personne. Elle n'est pas dans une conscience adulte, elle n'est pas en capacité de vraiment faire des choix, contrairement à ce qui se passe avec les archontes, comme on l'a vu, quoi. Donc là, il y a vraiment, voilà, il y a vraiment abus et je trouve ça plutôt révoltant. C'est un court-circuitage du libre arbitre. Ouais, ouais, ouais. En fait, comme dans notre monde, on voit très bien quand on allume son ordinateur le matin, je ne sais pas si vous faites ça aussi, ou son téléphone, on a des spams, hein, et tentatives de phishing, c'est Oui, incroyable, hein, tout le tout le temps, tout temps. le temps. Voilà. Bah, dans l'invisible, c'est pareil. Il y a sans arrêt des tentatives de phishing, on pourrait dire. Et c'est pareil de l'autre côté. Alors, il y a le petit arnaqueur, et puis il y a le truand de bas étage,
Et il y a des gens qui sont vraiment des prédateurs et qui sont vraiment qui sont plus dangereux. Et ils sont moins nombreux, mais ils existent. Ouais. Et là, en l'occurrence, ces personnes, ces personnes s'en sont rendues compte, mais combien de personnes ne s'en rendent pas compte qu'elles ont passé un contrat avec ces entités, tout simplement parce que ces entités ne sont pas censées exister alors qu'elles existent bel et bien. C'est ça. C'est pour ça que le travail que tu fais, que j'essaye de faire aussi, qui est un travail d'information, est très intéressant. Ce que moi j'avais fait à l'époque avec ma compagne, c'est à une période où elle était à peu près dans une phase où elle n'était pas en crise. Je l'ai fait rencontrer une autre personne, un ami à moi, qui entendait aussi lui, des voix. Je raconte tout ça dans un de mes podcasts dans tous les détails. Il entendait des voix. Et il faut se rappeler, chaque fois la voix se dit, non, on ne faut pas qu'on nous découvre. On est là, on est ton trésor, on est ton secret. Il ne faut pas que les gens sachent qu'on est là. Il faut pas qu'on... Voilà. Et donc, je me suis dit, tiens, c'est quand même intéressant. Je vais mettre ces deux personnes en rapport et on va voir ce qu'elles se disent. Et ça a été extraordinaire parce que ma compagne a dit à l'autre personne, ah, elles nous font faire des bêtises, hein, les voix, hein. Et l'autre a dit, ben oui, moi j'ai arrêté. Il a coupé, il a arrêté. Elle a arrêté aussi, sauf une, Jésus, hein, voilà, ce qu'il a perdu, hein. Mais je me suis rendu compte que c'était vraiment intéressant ce que j'avais fait là, l'intuition que j'avais eue. Bon, ça les a aidés, surtout l'autre personne qui s'en est sortie. Mais en ethnopsychiatrie, il y a Toby Nathan, je ne sais pas si tu connais, Non, je Toby, connais pas. Toby Nathan, Nathan, qui est un ethnopsychiatre et qui étudie, qui cherche donc des solutions au niveau psychiatrique, mais dans le monde, hein, l'ethnopsychiatrie, dans d'autres civilisations. Et il s'est rendu compte que parfois, par exemple en Afrique, avec des rituels complètement bizarres, avec des statues d'argile, avec des rituels, on va dire, magiques, il y avait des résultats de guérison. Et que nous, en Occident, avec toute notre technologie, notre compréhension, notre pharmacopée, on n'arrive pas à grand-chose. Donc, il a étudié ça et il a découvert, je ne sais pas s'il le dit ouvertement ou pas, mais quand on connaît le problème, on voit très bien qu'il a deviné la présence de ces mondes éthériques. Il ne le dit pas directement, il est vraiment dans le milieu socialement acceptable scientifique, hein. Mais il a, à ma connaissance, il a fait. Donc, il a mis les gens, il met les gens qui entendent des voix en rapport, les uns avec les autres, en forme de thérapie. J'ai trouvé ça extraordinaire. Je ne sais pas où ça en est maintenant. Ça fait longtemps que je n'ai pas regardé de ce côté-là. Et il y a des gens, bon, ça les aide à vivre avec, hein, je ne sais pas, voilà. Ma dernière nouvelle, c'était ce que j'avais vu. Donc, le fait de dévoiler ces entités, ça fonctionne. Ça fonctionne. Ça fonctionne maintenant, pourquoi? Parce qu'on est très peu nombreux à parler de ça. Et puis, on ne se leurre pas, hein. Il y a très peu de gens qui résonnent avec ce qu'on raconte là. Oui, même dans le milieu de la recherche de vérité, la plupart, c'est Voilà. toute la connerie de la politique et tout ça, un petit peu les think tanks et tout. Bon, ça a le mérite d'exister, mais quand ça parle d'entité, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Et de ce fait-là, les entités nous foutent la paix. Parce qu'on n'a pas une audience extraordinaire. Par contre, si maintenant on réussit ce qu'on veut faire dans une certaine mesure, et cette idée va fonctionner mieux dans la société, ben, ils vont faire une mise à jour au niveau des croyances. Ils vont utiliser, par exemple, ce qu'on raconte là pour le déformer, pour essayer encore une fois de le retourner à leur avantage. Je ne sais pas comment, mais je dis qu'ils font des mises à jour. Le New Age est une mise à jour des systèmes religieux. Ce, C'est ce qui, rien ex- d'autre, ce qui hein. explique justement que parfois, et c'est mon cas aussi, je te rassure, je rassure les auditeurs, on a tendance à dire, ah, lui, il est de l'opposition, contrôlé, tout ça, parce qu'il s'est mis dans tel ou tel truc, mais en fait, ça peut être les entités qui créent des pièges qui sont attractifs pour qu'une personne qui commence à comprendre certaines choses y rentre dedans. Oui, Est-ce que ça peut être ça et pour retourner les choses à leur avantage, comme tu dis avec le New Age? très certainement, hein. Et elles ont une intelligence, on va dire, pratique, une intelligence au niveau du fonctionnement qui est très, 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 très fort.
Et ouais, les systèmes religieux, c'était très intéressant. Avant ça, il y avait les sacrifices humains, hein, par exemple. Alors là, c'était génial, hein, pour elle. Et puis socialement, les êtres humains, ils se sont dit, ouais, c'est quand même pas cool, hein, hein, c'est nous, hein, on se sacrifie, ça va pas. Et donc après, bah, c'est qui les sacrifiés? Bah, c'est l'être humain qui prie. Ah, il donne pas son sang, mais il donne ses effluves, quoi. Et si beaucoup, beaucoup, des milliers de gens vont diriger leurs effluves, hein, vers les égrégores des religions, ça fait des êtres très puissants et ça, évidemment, ça les alimente. Puis on évolue. On peut voir la mise à jour avec le New Age. Ouais, mais maintenant, voilà, Dieu sur son nuage, bof, ça, c'est des conneries, on n'y croit plus. On va dire maintenant, c'est la source. Ok, c'est la source, c'est le divin. On dit pas Dieu, on dit c'est le divin. On dit pas, on va dire c'est l'univers. L'univers me parle. On va changer les termes, on va enlever les connotations religieuses et on va amener des connotations qui sont toujours, euh, mais il y a toujours cette notion d'être extérieur, puisque ce qu'ils veulent, c'est ils veulent se vendre nous-mêmes, hein. C'est du business, c'est de la propagande, c'est de la propagande. Donc le New Age, on voit bien cette mise à jour. Et on n'est pas à la dernière mise à jour, à mon avis, hein. Voilà. Par contre, là, on a, je pense, un créneau pour pouvoir faire quelque chose, pour aider des êtres à se libérer, parce que c'est pas encore très intéressant pour elles, ça vaut pas le coup de créer des ruses monumentales pour pouvoir éloigner les gens de ce qu'on raconte, quoi. Hmm, c'est ça, des systèmes de croyances nouveaux, Mm. des pièges nouveaux pour avoir l'énergie de dévotion. Mm. Les Et galactiques, hein, par exemple, voilà, hein, c'est exactement ça. C'est-à-dire que avant, on disait, voilà, Jésus ou le Christ, le Fils de Dieu, vous a libéré. Vous n'avez plus rien à faire, hein, surtout ne travaillez pas sur vous. Il vous a libéré. Maintenant, les galactiques disent, oui, nous, les galactiques, on vous les a libérés des reptiliens. voilà, Ça y est, c'est ça. en prison, c'est fait, on va vous sauver. Et voilà, c'est le même discours, c'est la même chose, quasiment exactement. On change simplement, on change les acteurs, quoi. Oui, puis il suffit de regarder, de regarder le poste de télévision sur BFM et tout pour voir que les reptiliens sont bien là et plus là que jamais. Mm. Ouais, ouais. Oui, il y a cette manipulation, tout simplement, pour pouvoir garder le troupeau et pour pouvoir avoir cette drogue qui les intéresse, quoi. Et oui, vas-y, parce que mais il y a tellement Non, de bah, ch- si tu as quelque chose, je t'en prie. Oui, c'était quelque chose justement. Est-ce que tu peux, alors si tu en as envie, bien évidemment, parler comment ça s'est passé par la suite pour ta compagne? Pourquoi? Parce que beaucoup de gens dans ce milieu de la recherche qui admettent les entités, c'est déjà un grand pas, les prennent à la légère. Par exemple, il y avait quelqu'un un jour, quelqu'un était possédé, il faisait tout un cirque avec l'épée de lumière en disant l'entité est partie. Même des, euh, même des personnes dans ce milieu disent qu'il suffit d'une séance d'hypnose pour faire partir les entités, on n'en parle pas, un petit peu de pendule, les entités partent et tout, mais ton expérience, en tout cas, ce que j'en sais, on a un peu parlé en off avant, ça ne s'est pas passé comme ça. C'est pas aussi facile que ça de se débarrasser de ces entités. Il faut le dire, il faut être honnête avec les gens. Donc, est-ce que tu peux dire, si tu as envie, comment ça s'est terminé? Ah, ça s'est mal terminé pour elle, hein, puisque voilà, elle est décédée du suite d'un cancer qu'elle a laissé se développer, mais dans une tristesse et elle était d'une jeune femme très très douce, presque timide. Elle était devenue quelqu'un avec une capacité de méchanceté, de dureté, un côté impitoyable, un côté en même temps très fort. Et, oui, elle a fait beaucoup de choses. Elle est même allée voir l'exorciste de France à l'époque. Elle a fait des choses voilà, qui n'ont servi à rien. La seule chose qui a aidé, notamment, c'était ces histoires de souffle, hein.
que j'intègre maintenant aux pratiques que j'enseigne. C'est-à-dire qu'en réalité, si la personne, il faut qu'elle retrouve une confiance en elle, il faut qu'il y ait une restauration qui doit se faire, il y a un aspect de force intérieure. Les personnes qui sont soumises à, qui succombent aux entités ou à la magie noire, qui tombent dans des états, sont très identifiées aux aspects inférieurs de leur personnalité. Je suis rien, je vaux rien, j'y arrive pas, tout ce que je fais, ça rate. Et évidemment, quand les entités peuvent, lorsqu'il y a des moyens d'agir sur l'environnement, parce que dans une certaine mesure, c'est possible, elles vont encourager ces échecs, quoi. Et si la personne ne restaure pas elle-même sa propre force, sa propre volonté intérieure de clarté, d'intelligence, de vision claire des choses, ouais, il y a cette idée d'élévation de taux vibratoire, c'est-à-dire d'arriver à sortir de, d'un état, par exemple, d'angoisse et de tristesse pour arriver à un état de sérénité, voire de force intérieure. Si la personne n'arrive pas à faire elle-même ce travail, à ma connaissance, tout ce que je vois, c'est des rémissions au mieux. Euh, une hypnose régressive ou des exorcismes ou des manipulations de ce genre-là vont, à un moment donné, vont libérer. Mais comme on l'a vu, les entités repassent. Ah, tiens, il a plus son casque, il a plus ses trucs. Le petit bidule, il est cassé. On va réparer l'implant. Comme le fermier va aller vérifier son bétail, son troupeau. Il va le soigner dans le sens qui l'intéresse. Il va faire que ça fonctionne de nouveau. Donc, peut-être au mieux, dans certains cas, dans certaines thérapies de ce type, si on peut appeler ça des thérapies, ou certaines exorcismes ou dégagements, ça peut être certaines parties qui vont être dégagées. Mais si l'être a, mettons même que ça va fonctionner, si l'être a encore toujours un point d'entrée, un point faible, ben ça va rentrer parce faut qu'il y ait un point faible. Et quel être humain n'a pas de point faible? Hmm. Mhm. Et, donc, si l'être humain ne s'élève pas au niveau de sa conscience, ne fait pas un travail pour se mettre on va dire sa royauté. C'est un terme un peu à la mode, mais j'aime pas trop, mais voilà, dans son entièreté, dans sa vibration plus haute. En fait, il s'agit de se rapprocher de son moi réel. Là, on commence à rentrer dans la manière dont je pense qu'il est juste d'agir pour l'être humain, pour grandir et aussi pour se débarrasser de ces entités. Moi, j'ai qu'un, je veux dire, on a vu à quel point il fallait se méfier des croyances, n'est-ce pas? Hein, on a vu avec les religions. Alors, on peut parler d'hypothèse. Moi, j'en ai qu'une. J'ai qu'une hypothèse. C'est, ou qu'une croyance, c'est que nous sommes des êtres spirituels dans des corps de chair. Voilà. Oui, voilà. Oh, ça n'engage à rien, on donne notre énergie à personne et c'est une vérité qui a été comprise par les chamans, par les spirituels et que la science de pointe commence à rejoindre du reste. Absolument. À partir de là, qu'est-ce que ça donne? Et là, il y a une manière de croître comment dire, dans son propre être, hein, dans une croissance intérieure. Il y a une manière, c'est ce qu'on appelle l'élévation vibratoire, il y a une manière de se rapprocher de son propre être qui n'est pas vraiment, qui est sur un plan, on va dire, subliminal. Donc, on va parler de l'élévation vibratoire un petit peu plus loin parce que c'est vraiment la chose la plus intéressante. Mais en fait, pour prévenir déjà les infestations de ces entités, tu as dit qu'elles rentraient par des failles. Mm. Je sais que moi-même, j'ai des failles, qu'on a tous des failles et tout ça. Quelles sont ces failles et quel travail faire pour déjà combler les failles? Après, on parlera justement de cette élévation spirituelle et tout, parce que ça va ensemble. Mais quel travail pour prévenir les infestations de ces entités? Déjà, la base de la base. Pour moi, la base de la base, c'est la question de l'identification.
Si tu penses vraiment que tu es un être spirituel incarné dans un corps de chair, tu es cela. Le point faible s'inscrit si tu t'identifies dans la personnalité ou à ton corps. Je n'arrive pas à faire ça, ça marche pas. Je m'identifie à mes contenus psychologiques, je m'identifie à mes conditionnements. Mon père m'a frappé, donc je suis un enfant battu et je pourrai jamais oublier ça. Peut-être je pourrai jamais lui pardonner, et ainsi de suite. Tout ça, ça fait des faiblesses. C'est l'identification au petit moi qui est vraiment la clé. Donc, il y a un travail à faire pour réaliser, puisque c'est la seule hypothèse de la croyance, je suis un être spirituel, je suis un être éternel, immortel, qui vit des expériences dans ce monde. À partir de là, si tu te le répètes en quelque sorte, si tu arrives à intégrer cette notion-là, cette information-là, tu changes, il y a quelque chose qui se passe qui change, c'est-à-dire que tu deviens moins affecté par les réalités, on va dire, horizontales de ce monde. Dans ce monde, il y a beaucoup de choses qui vont de travers, qui vont mal. Il y a notamment les entités, allez, il y a tout ce qui se passe au niveau politique, social, les guerres et tout ça. Mais il y a une partie de mon être qui vit ça, ce sont des expériences, mais ma réalité fondamentale n'est pas affectée. Mon être spirituel n'est pas affecté par ça. Il est éternel, il est immortel et il n'est pas affecté par ça. Donc il y a un travail pour savoir, tu sais, là, il y a cette formule, comment c'est quoi, qu'est-ce qu'il y a marqué? Connais-toi toi-même. Mais de quoi on parle? C'est pas connaître sa petite personnalité, c'est connaître son soi supérieur. Connais-toi toi-même, connais le soi, réalise l'être que tu es. Donc il faut trouver le moyen de s'en approcher. Après, comment on fait? Hein? Donc ça, c'est aussi, ça a donné lieu au piège des religions, au piège du New Age, même certains éléments du développement personnel qui restent horizontal. Comment faire? Après, là, moi j'ai des propositions, c'est certainement pas la seule, mais pour moi, ça, c'est vraiment l'important. C'est-à-dire qu'on a des failles, mais il ne faut pas s'identifier à ces failles. Moi, j'ai connu quelqu'un d'extraordinaire qui a dit, oui, moi, mon père, il m'a violé quand j'étais enfant. Et alors? Et alors? Est-ce que ça fait moi maintenant quelqu'un de perdu? Et c'est quelqu'un qui était extraordinaire, qui avait une vie absolument magnifique au niveau de ses actions, de qui il était. Ne pas être, arrêter d'être déterminé par notre conditionnement. De tout ce qui est de l'ordre du déconditionnement, de la compréhension, de l'intelligence, des mécanismes et tout ça c'est bon, tout ça c'est une bonne chose. Et s'il y a des failles, mais, ma foi, c'est pas grave à partir du moment où tu commences ou que tu arrêtes de t'identifier à ces failles. Parce que c'est ça la porte d'entrée. L'entité vient et te dit oui, tu es faible ou tu manques de confiance en toi. Hein, tu manques de confiance en toi, tu es petit. Ben voilà, ben je vais te guider ou je ne sais quoi. Tous les cas de figure sont possibles suivant la configuration subconsciente de la personne. Hmm, mais en fait, c'est ça, ne pas leur donner le bâton pour se faire battre en sachant qui on est vraiment. C'est-à-dire qu'on est un être spirituel dans un corps de chair et Ouais, qu'on est finalement conscience infinie si on monte assez haut. c'est ça. C'est-à-dire que on peut essayer de parler brièvement de la vision du monde hein, que j'ai. Nous sommes des êtres spirituels, c'est-à-dire issus de, de l'océan cosmique. Je ne parle pas de Dieu. Hein, pour moi, Dieu n'existe pas. Ben voilà, c'est un vaste débat. Issus de l'océan cosmique. Après, il y aurait des choses intéressantes à dire. Comment ça se fait que cet être est né et ce qui se passe hein. Il y a des pistes de réflexion très intéressantes. Mais cet être est juste pure conscience, intelligence et volonté. Hein. Mais il n'y a pas de manifestation possible. Il n'y a pas de corps. Hein. Ça, c'est la naissance de l'être qu'on est. C'est l'être spirituel qu'on est.
s'ensuit un corps de manifestation. On peut appeler ce corps de manifestation l'âme astrale, c'est-à-dire une configuration qui va avoir les centres, les graines de l'être immortel qui est, conscience, intelligence, volonté, hein, mais qui va avoir une capacité de vivre des choses, des expériences dans le monde qui lui correspond. C'est l'âme astrale. Cette âme astrale, elle vit des siècles. Elle n'est pas immortelle. Hein, il y a un intermédiaire. Il y a l'être immortel, il y a l'âme astrale qui, elle, est mortelle, mais elle dure des siècles. C'est le voyageur, hein, celui qui s'incarne de vie en vie, qui va s'incarner soit dans des corps physiques, soit la plupart du temps dans des corps éthériques. Hein, et elle va vivre des expériences. Le but est de croître. Après, oui, donc cette âme astrale, donc voilà, c'est en trois parties. C'est comme les poupées russes. L'être immortel, l'âme astrale qui vit des siècles et qui s'incarne de temps en temps dans des corps. Et là, la durée de vie, en tout cas pour un corps physique, c'est même pas un siècle, hein. Donc s'identifier à la créature qui est juste le support de l'incarnation, c'est là qu'est le piège. Et comme on n'a pas la mémoire, qu'on n'a pas la conscience de ce qu'on est, qu'en plus il y a les entités qui font tout ce qu'elles peuvent pour qu'on ne s'éveille pas, hein, avec ce fameux casque notamment, eh bien, on s'identifie à la créature. C'est le mythe de comment il s'appelle, celui qui se mirait dans l'eau du lac, euh, Je... Narcisse. Voilà. Ah oui. Hein, et on tombe dans le reflet et on s'identifie au reflet. Hein, Narcisse, le mythe de Narcisse. Et l'identification au corps qu'on est, on peut comprendre que c'est un problème, mais l'identification à notre culture, l'identification à nos contenus psychiques et tout ça. Mais ça, c'est notre être. On en a besoin pour vivre comme ça dans le monde. Mais pour croître, il faut développer une forme de gémellité, développer la conscience comme d'un double. Au départ, ça fait une forme de dissociation quand même au début, c'est-à-dire qu'on se rend compte que comme dans moi ou derrière moi, il y a un être plus grand que moi, mais qui est moi, qui n'est pas une entité, mais qui est moi. Et ce moi est dans une force, dans une grandeur, dans un non-attachement par rapport aux choses. C'est notre partie subliminale, celle qu'on découvre par exemple dans l'hypnose régressive, quoi, hein. Hein, cette partie qui vit des choses, hein, c'est curieux quand même, si on, hein, les méthodes Grifasi ou autres, pour ceux qui vont regarder de ce côté-là, il y a l'être humain qui vit des choses, et il y a une partie de lui qui en vit d'autres, mais il y a un rapport curieux entre les deux. Et parfois, il y a une âme qui est là, l'âme astrale, elle est prisonnière, elle a été trompée, hein, par des entités notamment, et du coup, il y a des conséquences dans la vie matérielle. Donc, il s'agit de se rapprocher de sa partie subliminale, de sa partie, il faut, on pourrait dire, le subconscient est au plus proche, hein, on va dire, c'est la face, c'est la porte, quoi, hein. Le subconscient est au plus proche. Donc, il y a un travail à faire pour s'identifier de plus en plus à l'être réel qu'on est. Mais si on ne fait pas un effort volontaire, conscient, je dirais même ardent, puissant, ça ne fonctionne pas. C'est Voilà. vraiment le ressentir à l'intérieur de soi, le Ouais. ressentir de tout son être et tout ça, pas dire je suis un être spirituel, blablabla, blablabla, là ça ne fait rien. C'est bien sûr, il y a un ressenti, mais il y a une certitude, il y a c'est un état vibratoire. C'est-à-dire qu'on est autre. Il y a si on s'élève dans cet état, il y a des choses qu'on n'est pas capable de faire. Dans le sens, on n'est pas capable de bassesse, on n'est pas capable de tromperie ou d'avoir des intérêts cachés. On est dans une forme de noblesse, de grandeur, hein. Cet être, il a aussi besoin de grandir. C'est pour ça qu'il y a l'incarnation. Mais la première chose à faire, c'est arrêter de s'identifier à notre petitesse, à notre petit moi, en se répétant je suis ci, je suis ça. Donc il faut faire attention à nos pensées. Quand on dit j'ai un problème ou euh, j'ai mal à la jambe, en réalité, ce corps a un problème à la jambe.
Si je dis j'ai mal à la jambe, ça commence déjà. Voilà. Mais bon, ça, Hmm. c'est des subtilités un peu, voilà, un peu psychologiques. Le travail d'élévation du taux vibratoire est une activité simple qui consiste à mettre son corps physique, son corps éthérique, son corps astral et son corps mental sur leur meilleur plan et de les unifier. En fait, il s'agit d'opérer une unification entre le petit soi et le grand soi. Je ne suis pas le premier à le dire, ça, évidemment. Mais qu'on ne sait Mais, pas comment faire, quoi. Voilà. et est-ce que tu peux élaborer sur justement ta, ta thérapie, la thérapie solaire que tu as retravaillée? On va dire que tu as vraiment retravaillé, mais avant que tu élabores, est-ce que pour toi, toutes nos pensées négatives ou qui mènent vers des voies de garage viennent d'entités non humaines? Oui et non, parce que parfois, elles peuvent s'introduire comme ça dans notre tête. Moi, il m'est arrivé un jour, quand tout allait bien dans ma vie, je conduisais ma voiture, je faisais mes courses, et tout d'un coup, j'ai eu une voix dans la tête qui m'a dit, tiens, passe un coup de volant sur la gauche, passe sur le trottoir, là, pour écraser du monde. C'était tellement absurde, je n'avais pas d'idée d'entité à cette époque-là, je n'avais pas compris tout ça. C'était tellement absurde comme intrusion, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Hein. Pour moi, ça, c'était un petit débutant. Hein. C'était peut-être sa première translation dans notre monde. Il a essayé un truc qui n'a pas du tout marché. Donc là, il y a une intrusion. Mais beaucoup de pensées négatives sont quand même aussi les nôtres. Elles sont entretenues par notre identification à nos problèmes. J'ai un problème, hein, je suis petit, je suis perdu sur cette planète, et puis là, j'ai pas d'argent, j'ai pas si. C'est nos pensées, n'est-ce pas? Mais il peut y avoir la pose d'un plan qui va encourager, stimuler et accroître ça. Et c'est là que les entités vont, elles sont opportunistes. Si par exemple, dans un couple, je vais me disputer avec ma compagne, allez, je ne suis pas d'accord avec un truc, ça pourrait s'arrêter là sur le plan humain. Mais l'entité qui perçoit ça, ça l'intéresse, hein, puisqu'il y a des vibrations là qui l'intéressent, il y a du miam-miam là, il y a le louche. Donc elle va encourager, elle va dire, t'as vu comment il t'a répondu, t'as vu comment il t'a dit ça, mais il te manque de respect, ou elle ne devrait pas te parler comme ça. Et elle cherche à faire que ça monte dans les tours. Et on connaît tous ça. Hein. Et à un moment donné, on en arrive à ce stade qui est hallucinant, qu'un être humain puisse dire, ah, pardon, ma chérie, mes mots ont dépassé ma pensée. Mes mots ont dépassé ma pensée. C'est-à-dire que moi, en tant qu'être humain, j'ai fait quelque chose que je ne voulais pas faire. Comment ai-je pu être amené à faire quelque chose que je ne voulais pas faire, notamment te faire du mal et te blesser par des paroles? Là, il y a intrusion. Mais il n'y a pas toujours. Il n'y a pas toujours intrusion. Il y a, c'est pas possible, elles ne sont pas toujours là. Donc, elle peut venir là par moment, quand les circonstances le permettent. Il y a la pose d'un plan pour les programmes récurrents. Hein, les choses vont tourner en rond, toujours dans les mêmes problèmes. Quoi. Voilà, pour te donner ma réponse à ce questionnement-là. D'accord, merci beaucoup. Donc, il y a bien les deux facteurs, mais le facteur non humain qui amplifie tout ça. C'est ça, c'est ça. Donc, oui, Parce qu'on n'est pas des lumières, hein, on fait des bêtises nous-mêmes, bien c'est humaines aussi. Hein. C'est pas toujours les entités. Hein. c'est Voilà. clair. Mm. Et maintenant, euh, si l'entité est déjà installée, tu as une méthode que tu as, disons, développée, retravaillée, c'est la thérapie solaire qui consiste justement à unir nos différents corps et à élever nos vibrations pour chasser ces entités et surtout éviter qu'elles ne reviennent. Est-ce que tu peux nous en parler, nous présenter ça, si tu en as envie? Oui, bien sûr. Hein. J'appellerais pas ça la thérapie solaire parce que c'est de la pratique solaire, c'est la pratique, c'est la manière de devenir un soleil. Le fait de dégager les entités, c'est comme un effet secondaire de la chose. Le développement va beaucoup plus loin que ça. C'est vraiment le développement d'un être humain
qui devient lui-même, qui s'associe, qui s'unifie à l'être spirituel qu'il est. Voilà le véritable propos. Et pour ça, il est évidemment obligatoire qu'à un moment donné, il n'y a pas d'interférence. Voilà. Hein, c'est comme ça que je le vois. Le but de la pratique solaire n'est pas de libérer les entités, mais évidemment, ça le fait. Voilà. Alors, euh, oui, je n'ai pas créé de toute pièce la pratique solaire, mais j'ai été capable de faire certaines choses avant de découvrir les soleils. Qu'est-ce que c'est que les soleils? Tout à l'heure, on a parlé des êtres spirituels qu'on est. Intelligence, ou plutôt conscience, intelligence, volonté. Hein, qui va ensuite prendre corps astral et ensuite prendre corps terrestre, physique ou éthérique. Donc, au niveau physique dans lequel on a ces germes qu'autrefois on disait divins, n'est-ce pas? Les germes de l'origine, les germes de l'être divin, mais qui sont comme endormis, qui sont comme en latence, où il y a des choses qui sont vécues sur leur propre plan, hein, sur le plan de l'âme astrale. Mais là, bon, c'est un peu, ça nous mène trop loin d'en parler. Donc, on peut imaginer, là, dans l'être physique qu'on est, on a un centre qui est un centre psychique dans la tête, on a un centre au niveau du centre de la poitrine, qu'on appelle le cœur solaire, et on a un centre au niveau du ventre, qu'on a appelé communément le hara. Ces trois centres sont endormis et ils ont une faculté particulière, c'est de pouvoir en quelque sorte métaboliser l'énergie qu'on leur apporte, l'énergie lumière, hein, le prana, qui va se faire par la respiration d'une certaine manière. Ces centres, et ça c'est la découverte de la pratique solaire fondamentale, qui a été fondamentale dans ma vie et qui m'a permis vraiment un développement pragmatique, et notamment de certaines capacités, facultés. Ces centres ont donc cette particularité de pouvoir en quelque sorte s'ouvrir. C'est le thème, c'est le mythe de Sésame, ouvre-toi. Hein. C'est la graine qui doit s'ouvrir. Donc il doit y avoir d'abord une enveloppe qui doit un peu se fissurer. Hein. C'est un peu protégé. Et toute énergie que tu vas y mettre, on va dire dans ton cœur, qui n'est pas le cœur physique, ni le chakra du cœur, hein, rien à voir. Donc, ces centres fondamentaux, toute énergie que tu vas y mettre, elle va croître, elle va grandir, elle va s'accumuler. Dans des systèmes anciens, comme dans le taoïsme intérieur, parler des chaudrons, d'accumulation de l'énergie, il y a des notions d'alchimie intérieure. Voilà, on peut retrouver les traces de tout ça. À partir du moment où on sait où ça se passe, on peut accumuler de la force intérieure. Parce que l'accumulation de prana, ça va se traduire de cette manière-là. Je vais avoir plus de force de conscience, plus de force d'intellect, plus de force de volonté aussi. Et cette force intérieure grandit, grandit au fur et à mesure qu'on devient un soleil comme ça, de plus en plus brillant, au fur et à mesure qu'on a cette pratique qui est une prise en charge de soi-même par soi-même. Et c'est ainsi que le niveau vibratoire s'élève. Voilà, je fais une petite pause dans mon explication pour te laisser la possibilité de poser des questions. Oui, donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut vivre en fait. C'est vraiment déjà une technique de respiration, si j'ai bien compris. Ensuite, une technique d'introspection et tout ça pour tout élever en même temps. Pas vraiment d'introspection. Il y a la partie qui concerne le physique, c'est la partie respiratoire. Et là, il y a une manière consciente de respirer, parce que si on respire consciemment, on capte le prana. Une respiration mécanique ne capte quasiment pas de prana. Donc une respiration consciente, déjà, fait beaucoup de bien au corps et il s'agit de l'amener à son maximum le temps de l'exercice. Si on associe à ça de la concentration, c'est-à-dire que j'imagine, on peut dire j'imagine,
que l'énergie que je suis en train d'absorber va aller dans un endroit particulier, l'énergie y va, hein. Il y a un axiome connu, l'énergie suit la pensée. Donc l'énergie va aller dans cette zone. Et comme cette zone est une zone tout à fait particulière qui est capable de recevoir cette énergie et surtout de la capter, de la garder, et par une forme de croissance qui est intégrée à l'être humain qu'on est, hein, il y a tout un développement qui va se faire sur le plan éthérique, qui va pouvoir être possible. Ça, c'est donc déjà sur le plan physique et énergétique. Il y a un travail sur le plan mental qu'il faut faire, parce qu'il faut amener nos quatre corps, hein, physique, éthérique, astral et mental, au plus haut niveau, quoi. Au niveau mental, ça va être l'affirmation de qui je suis vraiment. Ça va être, par exemple, j'affirme, je suis un être spirituel, je suis un être de lumière, ou j'ai nourri le soleil de mon cœur, hein, voilà, une affirmation qui va dans le sens d'une nouvelle programmation de mon subconscient pour que j'entende qui je suis. Je veux devenir qui je suis, je veux devenir qui je suis ça, je suis ça. Là, c'est assez classique, c'est un peu comme un mantra, c'est-à-dire que ça permet de canaliser les pensées, de les rassembler en une seule, le temps de l'exercice, qui va être fondamental et qui va accompagner ce mouvement. De se focaliser sur ce qu'on dit, en fait. Voilà, il s'agit d'être pleinement dans un mouvement volontaire de croissance intérieure. C'est un effort, hein, c'est presque du sport, quoi, hein. C'est pas du lâcher prise, je me laisse aller, je suis bien, je suis cool, j'entends une jolie musique. Non, non, c'est un effort. C'est un effort très beau parce qu'il y a un autre élément, c'est l'élément émotionnel, hein, le corps astral. Là, au lieu que notre corps émotionnel part dans tous les sens, hein, nos souvenirs, nos machins, les émotions, tout ça, tout ce côté un peu flottant, on va rassembler tout ça en, et c'est très important, en générant, je dis bien générer, c'est-à-dire créer un sentiment. Et là, c'est extraordinaire parce que l'être humain ignore qu'il est capable de générer des sentiments. On attend toujours pour être bien qu'on ait quelque chose de bien qui nous arrive. Mais nous sommes tout à fait capables, nous sommes créateurs, de produire, de créer en nous-mêmes un état, par exemple, de joie. Un état de joie. Et il s'agit justement de le créer, de le susciter. Mais une joie réelle qu'on va ressentir, hein. De genre, on va sentir les poils qui s'hérissent sur nos bras, là, on va sentir vraiment la vivre. Donc là, c'est en même temps un nettoyage de tout le corps émotionnel. Ça illumine toutes les cellules de l'intérieur, hein, ça programme déjà. Au niveau santé, c'est extraordinaire. Au niveau énergétique, on est au top. Au niveau astral, on l'est aussi. Au niveau mental, on l'est aussi. Et lorsqu'on arrive à faire ces quatre choses en même temps, on arrive à l'art solaire. Quand on les fait en même temps, quand on est dans ce même mouvement, là, il se passe quelque chose qui fait que c'est là qu'il y a le switch dans le soi supérieur. Et là, on le ressent très clairement, physiquement, on le sait, on le reconnaît. C'est pas une illusion de l'astral, c'est pas de l'imagination. On sait quand on y est, on sait quand on n'y est pas. Et il y a donc cet entraînement à être qui on est, qu'il s'agit d'inscrire dans sa vie, hein, dans sa vie de tous les jours. C'est un art. Après, dans ta vie de tous les jours, tu apprends à agir à partir de tes centres. C'est agir avec son cœur, comme on dit par exemple, hein. C'est à partir de, tu apprends à agir à partir de l'être essentiel que tu es. Parce Et que tu là, es en... et Oui, là, concrètement, je pense que dans la vie de tous les jours, des choses qui paraissent bloquées d'un coup se débloquent et tout ça, c'est voilà, c'est c'est d'un ça. coup se débloque. Par exemple, on va rencontrer les bonnes personnes et tout ça qui nous mènent vers d'autres niveaux. On débloque quelque chose se débloque et en même temps, on évolue vraiment et les entités cessent, finalement, elles, au bout d'un moment on vibre trop pour ces entités quelque part. C'est ça, c'est-à-dire elles n'ont plus la possibilité d'interférer. D'ailleurs, quand il y a une vibration plus haute, ben voilà, elles dégagent automatiquement. C'est ce qu'on fait quand on chasse des entités, hein. Elles dégagent automatiquement. Mais ce qu'il faut, c'est inscrire cet état lumineux en soi, quoi. Il faut devenir un être de lumière, il faut devenir un soleil, mais Oui, pas quelque chose d'éthéré, quoi. Quelque chose vraiment dans la réalité, quoi. Mm. et c'est pour ça, ça c'est un travail tous les jours. C'est pour ça que des solutions comme l'hypnose régressive,
ésotériques où il n'y a pas de suivi qui disent que en une séance, toutes les entités vont partir et tout. C'est, j'ai du mal avec ça parce qu'il faut un suivi, un travail sur soi pour pérenniser ça. Je dis pas que ça ne marche pas parce que ça marche. Il y a beaucoup de choses qui sont dites par les hypnothérapeutes qui sont vraies, mais si c'est fait à la chaîne comme c'est le cas actuellement, forcément, au bout d'un moment, si c'est pas potentialisé, si la personne ne continue pas le travail, les entités reviennent et c'est d'autant plus cruel que la personne pense en être débarrassée. Oui, il faudrait pouvoir analyser les suivis de cette méthode et dans quelle mesure ça fonctionne. Peut-être que ça fonctionne dans certains cas. Voilà, moi, personnellement, voilà, on n'a pas de contrôle de résultats là-dessus. Mais c'est vrai que ça me paraît. Moi, j'ai pas de problème avec le fait qu'il y ait une forme de travail d'abattage, parce qu'il y a tellement de monde qui ont besoin d'être libérés de leurs entités que voilà, c'est énorme comme boulot. Moi, je les comprends. Par contre, je crois personnellement beaucoup plus à cette prise de possession de soi par soi. C'est ce qui est recherché dans l'hypnose régressive aussi. On cherche l'âme, mais c'est l'âme subliminale qui retrouve sa royauté. Pour ceux qui regardent avec acuité ces séances, elle retrouve une forme de liberté. Mais par exemple, on va dire oui, ben, je fais ce que je veux. En fait, c'est le soi supérieur. Sur son plan, il se libère. Mais sur le plan de l'incarnation, est-ce il y a des choses qui changent? Mais si les failles sont toujours là, qu'est-ce qui va se passer? Il faut qu'il y ait une unification entre le soi supérieur et le soi inférieur, c'est-à-dire nous, notre personnalité, pour que ça fonctionne vraiment. Et je pense que ça, c'est la voie de l'évolution humaine aussi. C'est pas juste pour se débarrasser de parasites, hein, c'est la voie de l'évolution. Plus de conscience, plus d'intelligence, plus de volonté. Si on élève son niveau vibratoire, on élève déjà son corps, le corps éthérique devient plus, plus épais, c'est un filtre aussi, hein. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une intrusion, quelque chose qui vient, eh bien, on le voit, on le perçoit, parce que le temps qu'elle traverse la couche. Et donc, notre conscience voit ce qui arrive, la pensée, ça permet de la regarder. Là, tiens, qui es-tu? Ben, c'est intéressant, ok, je prends. Ou alors, c'est bizarre, ça ne m'intéresse pas, et on dilue. La, le fait de faire ce type de travail fondamental permet une puissance psychologique, une maîtrise, voilà, une maîtrise psychologique. Ça, je prends en moi, ça, je ne le prends pas. Et donc, on commence à vraiment diriger sa barque et à être des êtres libres sur ce plan, autant que liberté est possible sur ce plan, quoi, hein. Mais sur le plan subliminal, pour notre vie après la mort, ça a une importance, c'est d'une importance capitale, vraiment capitale, hein, de se libérer des entités, hein. Oui, oui, ça c'est hyper important. Bah écoute, Roland, merci pour cette interview. Moi, je te propose même d'en faire une deuxième partie pour parler de ce qui se passe après la mort, parce qu'il y a énormément de choses à dire sur les manipulations derrière le tunnel, sur tout ce qui est fausse lumière et tout ça. Donc, dès qu'on a fini, on pourrait déjà prendre rendez-vous pour cette deuxième partie parce que ça va très loin. En tout cas, merci pour tout. Et avant de terminer, est-ce que tu peux nous dire où les gens peuvent te trouver ta chaîne YouTube, ton site internet, tes activités artistiques, voilà, dis-nous un petit peu où ils peuvent te trouver, rentrer en contact avec toi et tout ça. Le site où je parle de pratiques solaires, c'est révélationducœur.com. Révélation du cœur en un mot. Et là-dessus, il y a toutes les informations, il y a les liens avec la chaîne YouTube aussi. Évidemment, en tapant mon nom, on va trouver également. Si des personnes me font l'honneur de s'intéresser à mon travail artistique, hein, ce n'est pas le but, mais il suffit de taper mon nom, hein, donc roland-perret.com, c'est une espèce de site portail
qui montre différentes activités sur ce plan artistique et aussi spirituel. L'élément le plus intéressant au niveau du discours des entités, ben, c'est la chaîne YouTube. Et si tu veux, tu pourras mettre le lien ou le site internet. De toute façon, les choses sont connectées. Voilà. Il n'y a pas de problème. Bah, écoute, merci Roland et bah, je te dis à très bientôt pour la deuxième partie. Avec plaisir, Paul. À très bientôt. Merci, à bientôt et merci pour tout. Et bien évidemment, je mettrai tous les liens en dessous de cette interview. Merci. Merci, Au revoir au à revoir. tous. Au revoir, merci.